Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment important, qui touche énormément de familles, les signes du TDAH chez l'enfant. L'idée ici, c'est simple, donner des repères clairs et surtout des pistes concrètes pour mieux accompagner son enfant au quotidien. Le cartable oublié, encore une fois, les conversations coupées nettes, les remarques de l'école qui s'accumulent. On se dit souvent, bon, c'est l'enfance, c'est plein d'énergie. Mais parfois, une petite voix intérieure nous dit, et si c'était plus que ça? C'est exactement cette question qu'on va creuser. Ce sentiment d'être à bout, cette culpabilité quand on perd patience, et puis le regard des autres, c'est lourd. Mais la première chose à comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Le TDAH, ça touche entre 5 et 7% des enfants. Pour se faire une idée, ça veut dire 1 ou 2 élèves par classe. Ce n'est donc pas rare. C'est une particularité neurologique, pas une erreur de parcours. Allez, on commence avec la première grande catégorie de signes. Ce sont souvent ceux qu'on remarque en premier, qui sautent aux yeux, tout ce qui touche à l'attention et à l'impulsivité. Le premier signe, c'est cette difficulté à aller au bout des choses. L'enfant commence un devoir et hop, 5 minutes après, son esprit est déjà parti ailleurs. Ce n'est vraiment pas de la mauvaise volonté. C'est comme si son cerveau zappait en permanence. La solution, c'est de tout découper. Au lieu du grand « fais tes devoirs », on y va pas à pas. Allez, on écrit juste la date. C'est fait? Super. Maintenant, on lit la première question. Une seule petite chose à la fois. Signe numéro 2, les interruptions. L'enfant coupe tout le temps la parole. Il ne peut juste pas attendre son tour. Là encore, ce n'est pas qu'il est mal élevé, c'est purement neurologique. Imaginez un cerveau sans le bouton pause. Une pensée arrive, elle sort, directement. Une astuce qui marche super bien, c'est l'objet de parole. Une balle, un stylo. Celui qui l'a dans les mains a le droit de parler. Ça rend le concept du chacun son tour beaucoup plus concret. Ok, attention, on arrive maintenant au signe qui met tout le monde dans la confusion. C'est celui qui fait douter les parents, les profs, tout le monde. Voilà le grand paradoxe. Impossible de rester concentré 5 minutes pour une poésie, mais capable de passer 3 heures sur un jeu vidéo sans bouger. On se dit, s'il peut le faire pour ça, c'est qu'il peut le faire pour les devoirs, non? Eh bien non. Le TDAH, ce n'est pas un manque d'attention. C'est une difficulté à réguler son attention. Quand quelque chose le passionne, le cerveau bascule en mode hyper-focus. Et c'est justement ce grand écart entre les deux qui est un signe très fort. Maintenant, on passe à une autre facette du TDAH, qui est souvent, disons, plus explosive. Il s'agit de la régulation des émotions et des mouvements. Signe numéro 3, l'hypersensibilité à la frustration. Le moindre petit non, et c'est une véritable tempête émotionnelle qui se déchaîne. Pourquoi? Parce que son cerveau vit les émotions, mais en version XXL. Tout est plus intense et il faut beaucoup plus de temps pour que ça redescende. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la chimie cérébrale. Pour aider, on peut essayer d'anticiper et surtout de mettre des mots dessus. Je vois que la colère est immense là. Ensuite, il y a cette agitation perpétuelle. Le pied qui tape, le corps qui se balance sur la chaise. Notre réflexe, c'est de dire « arrête de bouger !» Et pourtant, c'est une erreur. Ce mouvement, ce n'est pas un trop-plein d'énergie à évacuer. C'est tout l'inverse. C'est une façon pour le cerveau de s'auto-stimuler pour rester concentré. Le truc, ce n'est donc pas d'interdire le mouvement, mais de lui donner une sortie acceptable. Le moment du coucher, c'est la guerre tous les soirs. C'est un grand classique. Près de 70% des enfants avec un TDAH ont des difficultés de sommeil. C'est souvent comme si leur horloge biologique interne était déréglée. Et le paradoxe, c'est qu'un enfant épuisé va devenir encore plus agité pour lutter contre la fatigue. D'où l'importance capitale d'une routine de coucher béton, hyper prévisible et sans aucun écran bien avant d'aller au lit. Troisième grande famille de signes, là on touche au chef d'orchestre du cerveau, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. En gros, tout ce qui nous permet de planifier, d'organiser et de nous souvenir. Les oublis constants, le cahier de texte, la casquette, c'est un cycle sans fin. Et non, ce n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est une question de mémoire de travail. L'image qui aide à comprendre, c'est celle d'un ordinateur qui n'aurait que 2 onglets ouverts. Dès qu'on en ouvre un troisième, le premier se ferme automatiquement. L'info est perdue. C'est pour ça que les listes visuelles avec des dessins, ça aide énormément. Ah, les fameuses consignes à rallonge. Va mettre ton pyjama, brosse-toi les dents et prépare ton sac. On revient 10 minutes plus tard et rien. Pourquoi? C'est le même principe. Le cerveau a enregistré pyjama. Et puis la consigne dents est arrivée et a effacé la première. La solution, c'est d'y aller une par une. Mets ton pyjama. On attend que ce soit fait. Maintenant, les dents. C'est plus lent, oui, mais ça marche. On aborde maintenant la dernière partie, et c'est sans doute la plus difficile, la plus invisible aussi. C'est l'impact de tout ça sur les amitiés, et surtout sur l'image que l'enfant se construit de lui-même. Les difficultés avec les copains.
L'enfant est parfois vu comme trop intense, il coupe la parole, change les règles du jeu, il se fait rejeter et ne comprend pas pourquoi. Le problème n'est pas un manque d'empathie. C'est comme un angle mort, il ne décode pas les signaux faibles, le langage du corps, le ton de la voix. Tout ça, ça peut s'apprendre de manière très explicite. Et on termine avec le signe le plus silencieux et le plus dévastateur, la faible estime de soi. À force d'entendre « fais attention, concentre-toi, tu as encore oublié », l'enfant finit par intégrer une seule chose. Je suis nul, je suis celui qui déçoit. Et ça ronge de l'intérieur. C'est pourquoi chaque compliment précis, chaque effort valorisé, c'est absolument fondamental. Bon, si beaucoup de ces points font tilt, la première réaction, c'est de ne surtout pas paniquer. L'idée, c'est d'avancer pas à pas. Voyons comment. Alors concrètement, que faire? 3 étapes simples. 1. On observe et on note. Et surtout, on prend rendez-vous avec l'enseignant. 2. On va voir son médecin avec cette liste pour en discuter. Et 3. Le plus important, on n'attend pas un diagnostic pour commencer à tester les stratégies qu'on vient de voir. Chaque petite adaptation peut déjà changer la vie de l'enfant et de toute la famille. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Un enfant avec un TDAH n'est pas un enfant difficile. C'est un enfant dont le cerveau fonctionne différemment. Point. Le diagnostic, ce n'est pas une sentence, c'est un mode d'emploi. Et avec le bon mode d'emploi, le potentiel de ces enfants est juste incroyable. Et pour finir, une petite question pour la route. Parmi tous ces signes, est-ce qu'il y en a un qui a particulièrement fait écho? Un qui a allumé une petite lumière? Souvent, c'est ce déclic-là qui est le tout début d'un nouveau chemin, beaucoup plus apaisé. Merci d'avoir suivi cette analyse.